Les webinars. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Je m'appelle Pierre Ribocourt et je suis chargé de marketing digital chez Imagineur. Donc on va voir comment gagner en visibilité sur Google. Donc ça passe par le référencement, bien sûr. On va faire un petit tour du référencement en 2018. On va revoir les bases. Mais on va également voir comment est-ce qu'il y a d'autres astuces qui permettent de gagner en visibilité, donc notamment grâce au rich snippet, la position zéro, le knowledge graph, etc. Voilà. Mais en tout cas, on va quand même essayer de rendre ça le plus accessible possible. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser via le module de questions et on y répondra à la fin. OK? Allez, c'est parti. Alors du coup, le SEO en 2018, on va faire un petit récap du SEO aujourd'hui. On entend souvent dire que le SEO est mort. On va voir ce qu'il en est et on va voir du coup quelles sont un petit peu les motivations de Google en 2018 et comment est-ce que nous, référenceurs, on peut s'adapter. Alors, en 2018, concrètement, quel est l'objectif de Google? L'objectif de Google, comme tous les moteurs de recherche, il est très simple. Il veut que les gens l'utilisent. Voilà, c'est le principe même d'un moteur de recherche. Il fonctionne si les gens l'utilisent. Si les gens ne l'utilisent pas, il est mort. Et comment faire en sorte que les gens utilisent Google? Eh bien, encore une fois, la réponse, elle est très simple. Il faut que les gens trouvent ce qu'ils cherchent rapidement. Donc, en résumé, l'objectif de Google, c'est que les gens l'utilisent pour trouver ce qu'ils cherchent rapidement. Sachant cela, qu'est-ce que ça signifie pour nous, web marketing? Eh bien, en sachant ça, l'objectif d'un référenceur, il est lui aussi assez simple. Pour que votre site soit correctement référencé, eh bien, il faut prouver à Google que votre site, c'est celui qui répond le mieux aux besoins des internautes. Parce qu'un internaute qui est satisfait, c'est un internaute qui continue d'utiliser Google. Donc, si Google voit que votre site fonctionne, que votre site répond à des questions, eh bien, il le favorisera. C'est aussi simple que ça. Et du coup, en sachant tout ça, on se rend compte que Google, dans cet objectif d'apporter des réponses à ses internautes, de leur donner des réponses le plus vite possible, il tend de plus en plus à proposer directement la réponse à vos requêtes sans que vous n'ayez besoin de cliquer sur un lien et de rentrer dans un site web. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, on entend souvent dire que Google est devenu un moteur de réponse. C'était un moteur de recherche, aujourd'hui, c'est un moteur de réponse. Et effectivement, on se rend compte que de plus en plus, eh bien, il y a certaines requêtes qui ne nécessitent même plus de rentrer dans un site web. Google vous donne immédiatement la réponse. Alors, cette nouvelle méthode de Google, elle est due à deux choses. La première, c'est que Google, il se perfectionne dans le domaine de l'intelligence artificielle et qu'aujourd'hui, il est capable de comprendre ce que vous lui dites. Avant, lorsque vous lui posiez la question comment faire cuire des œufs durs, il allait pas forcément comprendre la requête dans son ensemble. Il allait étudier chaque mot séparément. Eh bien, aujourd'hui, il est capable de comprendre toute la phrase. Et ça, mine de rien, ça change les habitudes de navigation, et c'est d'ailleurs le deuxième point, c'est que les requêtes des internautes ont elles aussi évolué, parce que vu que Google aujourd'hui est capable de poser des questions, eh bien les gens, ils ne se gênent pas, donc ils posent des questions à Google, et ça c'est notamment dû également aux requêtes qui sont effectuées via l'assistance vocale de vos téléphones. Donc si vous prenez votre téléphone et que vous dites OK Google, comment faire cuire des œufs durs, eh ben allez, ça fait une requête Google avec justement les mots-clés comment faire cuire des œufs durs. Voilà. Alors, la position 0 dans tout ça, parce que c'est quand même de ça dont je voulais vous parler à l'origine. Donc la position 0, qu'est-ce que c'est? La position 0, c'est ça. C'est, on le nomme aussi le featured snippet. C'est un résultat qui va apparaître au-dessus des autres résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la position 0. C'est qu'en dessous, en fait, vous avez le résultat qui est en première position. Alors, il faut savoir que le résultat qui apparaît en position 0, il peut apparaître également plus bas dans la page. C'est d'ailleurs généralement ce qui se passe. Le résultat que vous allez voir apparaître en position 0, c'est généralement le premier, deuxième ou troisième résultat de Google. Mais il peut aussi arriver que vous soyez en 9e position, donc tout en bas de la page, mais que ce soit quand même votre contenu qui apparaisse en position 0.
Et ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envie de viser la position 0? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'une de vos pages apparaisse en position 0? Eh bien, la raison à cela, elle est assez évidente. C'est que vous bénéficiez d'une excellente visibilité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus le décrire que ça. Au niveau de la visibilité, c'est juste énorme. Vous dépassez tout le monde. Vous avez un meilleur positionnement. Vous êtes au-delà de la première position. Du coup, ça vous apporte en moyenne 20 à 30% de trafic supplémentaire sur cette page. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et vous avez un taux de clic de 2 à 8%. Alors, sachant que Google prend en compte le taux de clic, donc un résultat qui a un meilleur taux de clic qu'un autre sera favorisé parce que Google, son objectif, faut pas l'oublier, c'est que les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Et donc, du coup, si un résultat est régulièrement cliqué à un bon taux de clic, eh bien, Google va juger que c'est un résultat qui est pertinent et il le favorisera. Et bien entendu, le fait d'apparaître en position 0 sur des requêtes qui sont relativement populaires, eh bien, ça apporte quand même du prestige et les gens garderont en mémoire le nom de votre site web et le fait qu'il est potentiellement apparu à cet endroit-là. Alors, la position 0, c'est super, on a envie d'y être. Comment on fait? Concrètement, il y a 3 leviers à activer pour être en position 0. Je pourrais vous en citer beaucoup plus. Honnêtement, la position 0, comme tout ce qu'on fait en référencement naturel, c'est pas une science exacte. Mais voilà, on en a retenu 3 façons, 3 leviers à activer pour atteindre cette position 0. Alors, le premier levier, eh bien, c'est le contenu. Parce que concrètement, si vous n'avez pas de contenu à proposer, eh bien, vous passerez pas. Vous ne pouvez pas être référencé si vous n'avez pas du contenu. Alors, du contenu, du bon contenu, qu'est-ce que c'est? On va mettre de côté tout ce qui est mots-clés, balises, optimisation, liens internes, maillage interne, backlink, etc. On va se concentrer sur l'essentiel. Concrètement, du bon contenu, qu'est-ce que c'est? 4 points. Le premier, c'est du contenu qui est unique. C'est super important. Personne d'autre n'a le même sur son site. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement lorsque vous rédigez du contenu ou que vous achetez du contenu auprès de certaines agences. Utilisez systématiquement un outil qui va vérifier la duplication du contenu. Donc vous pouvez utiliser des outils comme Copyscape, c'est celui qu'on recommande généralement. Et il y a d'autres outils comme celui de Positeo, qui marche super bien et qui va aller vérifier sur Internet que personne n'a le même contenu que vous. Donc voilà, ça c'est super important, du contenu unique. Faites bien attention à ça. Vérifiez qu'on ne vous copie pas votre contenu, voire votre site web, vérifiez régulièrement. Deuxième point, il faut que ce soit du contenu qui est utile, qui apporte une réponse et des solutions. Alors, du contenu utile, il y a plusieurs façons de vérifier que votre contenu est utile. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le taux de rebond sur la page et surtout le temps moyen passé sur la page. Si les gens passent en moyenne 30 secondes sur un article qui nécessite 2 minutes pour être lu, bon, c'est que le contenu, il n'était pas utile, il n'était pas pertinent, ça ne leur convenait pas. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, Google aussi, ça, il le sait. Si les gens qui arrivent sur le site, ils restent 30 secondes puis s'en vont sans rien faire, il va juger que le contenu n'était pas pertinent. Et du coup, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il faut proposer du contenu utile et essayer vraiment de capter l'attention de l'internaute. Lui proposer du contenu qui est utile, c'est une bonne chose, mais du contenu qui est intéressant à lire, pertinent, amusant, agréable, ça fonctionne aussi afin de garder l'internaute sur la page. Troisième point, c'est du contenu qui est fourni. Donc, on vous a souvent dit, si vous faites du référencement, qu'il faut entre 300 et 500 mots minimum. Si vous voulez que votre contenu il apparaisse en position 0, il est communément admis que dans l'idéal, c'est pas 300, c'est pas 500, mais c'est bien 2500 mots. Donc du coup, ce qu'il faut fournir, c'est littéralement un vrai guide structuré qui répond à la question. Alors, quatrième point du contenu régulier, on a conscience que rédiger un article de 2500 mots toutes les semaines, c'est pas possible. Évidemment, personne n'est, rares sont les gens qui ont les capacités en interne de rédiger autant de contenu et c'est tout à fait normal. Et c'est pas d'ailleurs ce qu'attend Google. Google, ce qu'il attend, c'est que de temps en temps, votre site prouve qu'il est vivant. Alors, nous, ce qu'on va recommander, c'est de rédiger au moins un gros article de 2500 mots chaque mois,
ça suffit. Et idéalement, il faudrait l'accompagner d'articles plus petits. Donc du coup, là, on peut aller chercher dans les 500-600 mots toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça suffit, quoi. Voilà, mais pas la peine de rédiger un article de 300 mots toutes les semaines dans l'espoir que ça améliore votre référencement. Il vaut mieux faire moins, mais mieux. Et ça, c'est valable aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, on parlait de contenu utile, donc du contenu qui apporte une réponse et des solutions. Il y a une manière de s'y prendre pour vous assurer que votre contenu va répondre à une question que les internautes se posent. Il y a un outil gratuit qui s'appelle Answer the Public. Alors, je pourrais vous le montrer, mais je vous invite à aller faire aller le prendre en main par vous-même parce que c'est très très simple. Quand vous arrivez sur Answer the Public, ça ressemble à ça. Vous avez un monsieur qui vous regarde. Vous pouvez choisir votre langage, donc essayez de prendre français généralement, et ensuite vous tapez une requête, donc un mot-clé. Donc là, par exemple, j'ai pris le mot omelette. On pourrait tout à fait prendre un mot plus pertinent et surtout en rapport avec, avec vos contenus. Mais voilà, moi j'ai fait le test avec omelette parce que c'est un mot qui a beaucoup de résultats. Alors, dans Answer the Public, si je lui donne le mot-clé omelette, qu'est-ce qui se passe? L'outil va mouliner pendant quelques secondes et ensuite il va vous donner toute une série de questions que les gens se posent au sujet de l'omelette. Et il va vous les répartir en plusieurs catégories en fonction du mot interrogatif qui est utilisé. Donc qui, que, laquelle, lequel, quand, pourquoi, etc. Donc là, je me retrouve avec 144 questions sur l'omelette que les gens se posent et que les gens posent à Google. Parce que ces résultats, Answer the Public, il ne les a pas inventés. Il les a récupérés sur les Google Suggest. Donc, c'est les requêtes que Google vous suggère lorsque vous commencez à taper dans le moteur de recherche une question. Et donc, du coup, il a récupéré toutes les questions en rapport avec ce mot-clé, donc en rapport avec l'omelette. Donc là, on a un exemple de quelques questions. Donc, comment faire une omelette, comment omelette au micro-ondes, omelette, comment la retourner, comment faire une omelette baveuse, pourquoi mon omelette colle, pourquoi mon omelette devient verte, pourquoi omelette du fromage, bref, plein de questions en rapport avec les omelettes. Et ensuite, si on prend une de ces questions, donc là par exemple j'ai pris la question comment faire une omelette espagnole, et que vous la tapez dans Google, eh bien vous avez un résultat en position 0 parce que ce résultat répond à la question. C'est aussi simple que ça. Alors, si on faisait un petit point, pour apparaître en position 0 concrètement, il faut du contenu riche et complet, répondre à une question de type comment, pourquoi, qu'est-ce, lequel, laquelle, etc. Et si possible, rédiger un petit paragraphe dans votre article de 40 à 50 mots environ qui va répondre très clairement à la question qui a été posée. Généralement, c'est lui qui va s'afficher. On peut jouer sur les données structurées dont on parlera après afin de faire comprendre à Google et au moteur de recherche le petit bout de texte que vous voulez faire apparaître. Mais c'est pas mal d'avoir dans votre article un paragraphe. Vous pouvez le mettre au début, vous pouvez le mettre à la fin, au milieu. C'est pas grave. Vaut mieux le mettre au début, mais si c'est dans le texte, c'est pas grave. Mais voilà, un petit bout de texte qui va très clairement répondre à la question. Et bien entendu, pour apparaître en position 0, il faut quand même être dans les résultats de recherche de Google. Et donc, du coup, il faut optimiser son référencement naturel, son SEO. Alors, le SEO. Là, je vais vraiment faire un passage assez rapide parce que on va juste parler de la base. Il n'y a pas besoin d'avoir un SEO vraiment aux petits oignons pour apparaître en position 0. Il faut juste respecter au moins les prérequis classiques qu'on va voir maintenant. Donc, si vous êtes un crack du SEO, généralement, vous allez les connaître. Mais ça fait pas de mal quand même de refaire une petite piqûre de rappel. Donc, l'un des critères les plus importants, c'est la balise title. Le title, il est indispensable à deux niveaux. Pour l'internaute et pour les robots. Pour l'internaute, parce que la balise title, c'est ce qui va s'afficher dans les résultats de recherche de Google. Donc, du coup, si votre balise title, elle donne pas envie, eh ben, l'internaute ne va pas cliquer dessus.
et vous n'aurez pas de visite. C'est dommage quand même. Et elle est également utile pour les robots parce que depuis toujours, Google fait très attention au contenu de la balise title. Et du coup, c'est son contenu qui est le plus important pour positionner un site web. Si votre balise title, elle ne contient pas de mots-clés, elle ne contient pas une question, elle est rédigée de façon moyenne, Google va s'en rendre compte et du coup, il ne va pas vous positionner, quoi. Donc voilà, la balise title, c'est super important. Il faut que le title il soit accrocheur, qui donne envie d'en savoir plus. Il doit contenir la question à laquelle répond votre page. Donc, dans l'exemple de notre omelette espagnole, bah, votre balise title, ça peut tout à fait être comment faire une omelette espagnole. Il ne doit pas être trop long. Idéalement, il faut qu'il arrive à rentrer dans les SERP, quoi. Donc, il faut qu'elle s'affiche en entier. S'il en manque un bout, c'est pas grave. Mais voilà, c'est plus propre si elle s'affiche en entier. Donc voilà, ça c'est un critère qui est super important. Faites très attention à votre balise title. Pour ceux qui utilisent Typo 3, on a conscience que votre balise title, c'est généralement le titre de votre page. Mais dans Typo 3, vous avez la possibilité d'utiliser le champ titre alternatif. Donc c'est un champ qui s'appelle comme ça, titre alternatif, et dans lequel vous pouvez du coup mettre un autre titre et du coup utiliser votre balise title comme bon vous semble pour mettre une question ou des mots-clés. Ensuite, la métadescription. Des gens pensent encore que les moteurs de recherche l'utilisent pour positionner votre site web, c'est faux. Les moteurs de recherche, ils ne vont pas vérifier qu'il y a des mots-clés dans votre métadescription pour positionner votre site web. La métadescription, vous la rédigez pas pour les robots, vous la rédigez pour les internautes. Elle doit être rédigée manuellement, il faut qu'elle ne soit pas trop longue, encore une fois, et il faut qu'elle décrive le contenu de votre page et qu'elle donne envie d'en savoir plus. Il y a quand même un petit point sur lequel il faut insister en ce qui concerne la métadescription, c'est que si son contenu ne correspond pas à la requête de l'internaute, ce n'est pas elle qui va s'afficher. Google, s'il se rend compte que votre métadescription ne correspond pas à la requête de l'internaute, il va aller récupérer dans votre page un morceau de texte qui va correspondre à la requête de l'internaute et c'est ça qu'il va afficher. C'est pour ça que lorsque vous rédigez une métadescription pour une page et qu'ensuite vous allez vérifier dans Google qu'elle s'affiche bien et qu'elle ne s'affiche pas, eh bien c'est peut-être parce que son contenu ne correspond pas aux mots-clés que vous avez tapés dans Google. Donc du coup, voilà, faites quand même attention à ça. Si vous rédigez une jolie métadescription qui ne correspond pas à ce que les internautes peuvent chercher, elle ne s'affichera pas et du coup, c'est dommage. Ensuite, l'URL. C'est pas le critère le plus important, mais il reste quand même. C'est quand même un point sur lequel il faut faire attention. Elle doit quand même respecter certaines règles. Idéalement, il faudrait que l'URL soit lisible pour l'internaute. Donc, si vous faites des URL à rallonge avec des sous-répertoires dans tous les sens et des mots-clés qui ne veulent rien dire, ça donnera pas envie. Les mots-clés doivent être en rapport avec le titre. Donc, vous n'êtes pas obligé de remettre tous les mots-clés dans l'URL. C'est pas toujours possible de toute façon. Mais voilà, essayez quand même de glisser quelques mots-clés parce que Google fait quand même attention à ce que contient l'URL. Donc du coup, tant qu'à faire, autant glisser des mots-clés à l'intérieur en rapport avec le contenu de votre page. Et pareil, si elle n'est pas trop longue, c'est mieux, mais c'est pas toujours possible parce que les URL sont généralement générées de façon automatique. Votre contenu doit être bien entendu structuré, donc un H1, quelques H2, et si votre contenu est très long, notamment avec les 2500 mots, essayez de diviser les H2 en plusieurs H3, donc ça permet de mieux répartir votre contenu et ça fait un résultat qui est à lire et plus agréable parce que du coup c'est plus clair, c'est plus structuré. Donc le H1, comme on l'a dit, peut être différent de la balise title, c'est l'intérêt du titre alternatif. Et le H1 est également lu par les moteurs de recherche, donc pareil, essayez de faire un H1 qui est dans le même thème que votre balise titre et que votre contenu. Ensuite, d'un point de vue technique, bon, ça c'est la petite checklist habituelle pour le référencement naturel. Idéalement, ayez un site en HTTPS, c'est sécurisant, c'est une preuve de sérieux, ça favorise le positionnement. Site rapide à charger, surtout sur mobile. Donc Google a mis un outil gratuit à disposition des webmasters, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vérifier que vos pages
charge rapidement. Site responsive, surtout depuis l'arrivée de l'index mobile first. Site toujours disponible, avec un hébergement solide si possible dans le pays cible. Vérifiez que votre fichier sitemap.xml et votre fichier robot.txt sont bien présents et que le fichier robot.txt ne bloque pas l'indexation par les robots. Si vous devez changer l'URL ou supprimer des pages, faites toujours des redirections 301. Et même si vous faites toujours vos redirections correctement, rédigez une page 404 personnalisée. Donc Google ne vérifie pas la page 404. Par contre, les internautes, lorsqu'ils arrivent sur une 404, si elle est personnalisée, si elle est rigolote et qu'elle leur propose des contenus similaires à celui qu'ils étaient venus chercher, ils vont rester sur le site. Ça fait baisser votre taux de rebond, ça améliore le temps moyen passé sur le site. Et ça, c'est plutôt bon pour votre référencement naturel. Et ensuite, dernier point, les backlinks. Donc, pour rappel, Google, il a besoin de savoir s'il peut faire confiance à votre site web. Donc, on dit souvent que les backlinks, c'est important, mais voilà la raison pour laquelle c'est important. C'est que Google, OK, il va comprendre votre contenu. Mais comment est-ce que vous pouvez lui prouver que lui, il peut vous faire confiance? Et pour juger si vous êtes digne de confiance, Google, il se base sur tout un tas de critères, et notamment sur les liens qui pointent vers votre site web. Et ça, c'est ce qu'on appelle les backlinks, les liens retour. Donc, ce critère est très important. Pour connaître la quantité de vos backlinks, vous pouvez utiliser des outils comme Majestic. Vous pouvez également trouver la liste de vos backlinks sur la Google Search Console. Et idéalement, si vos backlinks viennent de sites qui ont autorité aux yeux de Google, c'est mieux. Voilà, donc tout ça, c'était pour le référencement naturel. Ensuite, on va parler des données structurées. Donc les données structurées, on les voit souvent passer sur Internet, on en parle beaucoup en ce moment. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la définition. Donc du coup, voilà, là on va mettre tout ça à plat. Je ne vais pas forcément rentrer dans le technique, dans le code, le JavaScript, etc. On va quand même expliquer ce que c'est, mais on va quand même rester assez soft. L'objectif, c'est que vous compreniez ce que sont les données structurées et à quoi elles peuvent vous être utiles. Alors, les données structurées, il ne faut pas les confondre avec les sitelinks. Ce sont deux choses complètement différentes. Les sitelinks, donc c'est ce qu'on voit sur la gauche là. Les sitelinks, c'est généré automatiquement et de façon complètement arbitraire par Google en fonction des contenus de votre site web. Donc ça va dépendre des contenus qui sont les plus consultés, de votre arborescence, de votre maillage interne, etc. Avant, on avait la possibilité de les administrer. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc voilà, ça, ce sont des sitelinks. Ça n'a rien à voir avec les données structurées. Les données structurées, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, les données structurées, qu'on appelle aussi schéma de balisage ou résultats enrichis, c'est un type de code qui facilite l'exploration, l'indexation et l'affichage de votre contenu par les moteurs de recherche. Alors, si on résume en une phrase, concrètement, ce sont des informations supplémentaires sous forme de code. Voilà, c'est tout. Ce sont des informations supplémentaires que vous donnez à Google et que vous mettez directement sous forme de code. Donc, on a un exemple sur la gauche. Donc, Avatar, directeur James Cameron avec sa date de naissance, science-fiction, trailer. Ça, concrètement, si vous ne donnez pas un contexte à Google, il n'est pas forcément capable de comprendre que vous parlez d'un film, que c'est un film de science-fiction créé par James Cameron, etc. Aujourd'hui, il est suffisamment intelligent pour le comprendre, mais voilà, vous pouvez quand même lui apporter des éléments supplémentaires pour vraiment qu'il comprenne parfaitement de quoi vous parlez. Et c'est ce qu'on fait avec le code qu'il y a juste en dessous. Donc le petit bout de code que vous voyez juste en dessous, c'est du JavaScript. C'est un petit bout de code que vous allez mettre dans la balise aide de votre site web, donc en haut. Si vous ne comprenez pas forcément de quoi je suis en train de parler, demandez à vos développeurs, eux ils savent. Et donc du coup, on voit dans ce petit bout de code qu'on retrouve les mêmes éléments que ceux qu'il y a dans notre page web. Donc notre page web, elle est en train de parler du film Avatar. Et du coup, on voit dans le code qu'on parle d'un film, @type movie, que le nom de ce film, c'est Avatar. Le directeur, c'est une personne, c'est James Cameron, avec sa date de naissance. Le film, c'est de la science-fiction. Et le trailer, c'est un lien qui emmène là-bas.
Voilà. Donc du coup, là, vous avez donné des informations supplémentaires à Google pour qu'il arrive à comprendre de quoi vous parlez. Vous lui avez donné un contexte. Ça, ce sont des données structurées. Il en existe deux types. Les rich snippets, qu'on appelle les extraits enrichis, et les microdonnées, qu'on appelle le balisage sémantique. Alors, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Je vais vous montrer. Les rich snippets, qu'on appelle aussi extraits enrichis, c'est ça. C'est ce qu'on voit sur la gauche. Il en existe plein de types différents. Et ce sont des informations qui viennent enrichir les résultats de recherche dans Google à l'aide d'informations supplémentaires. Donc du coup, ça peut être votre fil d'Ariane. On peut voir que le premier résultat, c'est pas simplement une URL classique, c'est vraiment un fil d'Ariane avec les catégories. Ça peut être des notes, donc voilà, 5 sur 5, 4 sur 5, etc. Des avis. Vous pouvez également, si vous êtes un site d'e-commerce, mettre que votre produit il est en stock. Vous pouvez mettre une image, ça marche sur les recettes. Si votre site propose des événements, donc des concerts, des conférences, etc., vous pouvez indiquer à Google que tel événement se passe à tel endroit, tel jour, et ça apparaîtra également dans les résultats de recherche. Donc c'est ce qu'on voit sur le dernier résultat avec les billets pour Montréal. Voilà, donc ce sont des informations supplémentaires qui viennent enrichir vos résultats de recherche. Et du coup, c'est idéal pour se démarquer dans les résultats de recherche parce que du coup, mine de rien, le fait d'avoir 5 sur 5, d'avoir une petite étoile, d'avoir une image, d'avoir les listes des événements, eh ben, ça vous rend plus visible. Et si vous êtes plus visible, vous avez un meilleur taux de clic. Les gens derrière, ils savent que votre produit il est en stock, ils savent de quoi parle votre recette, ils savent qu'elle dure 2 heures. Eh bien, ils sont moins déçus et du coup, ils restent sur le site, etc. Donc, du coup, c'est que du bon. Ensuite, deuxième type de données structurées, ce sont les microdonnées qu'on appelle aussi balisage sémantique. Donc, le principe, il est très simple, c'est que les moteurs de recherche, moi je dis souvent que Google comprend, mais c'est faux. En fait, Google, il comprend rien, il comprend pas le français, il comprend pas l'anglais. Donc, ils ont besoin d'un contexte pour comprendre de quoi parle une page web, parce que lui, ce qu'il va comprendre, c'est des mots. Et c'est là que les microdonnées, du coup, prennent tout leur sens. Donc, c'est typiquement ce qu'on a vu sur le premier exemple avec Avatar. C'est voilà, ça, c'est du balisage sémantique. On va qualifier les éléments d'une page web pour pré-mâcher le travail du robot, pour lui faciliter la compréhension du contenu. Et ça, c'est super utile parce que ça favorise l'apparition de vos résultats en position 0 et dans le knowledge graph. La position 0, pour rappel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le premier cadre en haut à gauche là, donc avec la recette de tarte aux pommes. Et le knowledge graph, c'est ce qu'on a sur la droite. Donc le knowledge graph, il est également généré automatiquement par Google, vous n'avez pas la main dessus. Par contre, Google, il va aller récupérer les informations qui s'affichent dans le knowledge graph sur toute une série de sites, sur Wikipédia, sur YouTube, sur des sites partenaires, etc. Et donc, du coup, si votre site, s'il comprend parfaitement votre site et que vous faites figure d'autorité, il y a des chances que certains éléments de votre site web apparaissent dans le knowledge graph. Et ça, c'est super bien. Voilà. Et du coup, la position 0, là, qu'on a sur la gauche, pour mon exemple de tarte aux pommes, si vous allez sur cette page web, vous ne trouverez pas le contenu qui s'affiche dans la position 0. Là, si vous allez sur le site de Marmiton pour regarder cette recette de tarte aux pommes à l'alsacienne, vous n'aurez pas marqué étape 1, peler, couper les pommes en fines tranches, étape 2, dans un saladier, etc. La recette, elle est présentée différemment. La raison à cela, c'est que les gens de Marmiton, ils sont super forts. Ils se servent de leurs données structurées pour indiquer à Google qu'il s'agit d'une recette et ils commencent immédiatement dans la balise aide de la page, dans les données structurées, à donner les étapes pour réaliser la tarte aux pommes, qu'ils ensuite vont décrire plus en détail dans la page web. Mais en tout cas, voilà, dans ce petit bout de code en JavaScript, dans la balise aide de leur page, il y a déjà les instructions que Google, du coup, peut afficher en position 0. Parce qu'il les a comprises, parce qu'il sait que cette page
parle d'une recette et parce qu'il a compris que vous, ce que vous cherchiez, c'était une recette. Donc voilà, les données structurées, c'est ça. Alors, si on regarde en référencement naturel, les données structurées, concrètement, est-ce que ça a un impact sur votre positionnement? Eh bien, le robot de Google, si vous avez des données structurées, il ne vous affichera pas mieux que si vous n'en aviez pas. C'est pas parce que vous avez des données structurées que vous allez apparaître en première position au lieu de la 5e. Ça ne change rien. Mais, tout de même, si vous avez des données structurées sur votre site web, le robot, il comprend mieux de quoi vous parlez. Vous êtes plus visible dans les résultats de recherche, potentiellement en position 0. Et si vous êtes plus visible, vous avez un meilleur taux de clic, un taux de rebond plus faible, vous attirez plus de trafic. Et ça, par contre, ce sont des critères que l'algorithme de Google prend en compte pour déterminer si oui ou non vous méritez d'apparaître dans le top 3 des résultats. Donc en fait, les données structurées, ça n'a pas d'impact direct, mais en fait, ça marche quand même. Voilà. Donc moi, en ce qui concerne du coup le référencement naturel, les données structurées, j'ai terminé. J'espère que j'ai répondu à la question sur comment être plus visible dans les résultats de Google, parce que mine de rien, c'était la question à laquelle j'étais censé répondre. À partir de maintenant, du coup, si vous avez des questions sur le référencement naturel, sur les données structurées, sur le fonctionnement de Google, etc., je suis disponible. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le petit module. Également, si le webinaire vous a plu, vous pouvez me le faire remarquer. Si vous avez une idée de thème que vous aimeriez qu'on traite dans un prochain webinaire, vous pouvez également nous le dire, donc vous pouvez nous le donner dans les questions. Vous pouvez également nous envoyer un email. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait une fois pour un webinaire sur l'employé advocacy, sur comment transformer vos collaborateurs en ambassadeurs. Quelqu'un nous avait posé la question. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Pierre, quels sont les éléments qui peuvent être avant la position 0, les contenus sponsorisés? Alors la position 0, elle va même dépasser les contenus sponsorisés. Si tu vas sur Google et que tu tapes une requête qui est capable de générer de la position 0, des résultats sponsorisés et des résultats naturels, ils vont apparaître dans cette position-là. Donc position 0, résultats payants et résultats naturels. Donc la position 0, c'est vraiment le top parce que Google, justement, son objectif, c'est que tu trouves la réponse le plus vite possible et il a conscience que finalement, c'est comme ça que tu la trouveras le plus vite. Deuxième question sur le même sujet. Est-ce que la position 0 peut être la réponse que l'assistant Google donne lors d'une question posée via commande vocale? Exemple, que puis-je jeter à la déchetterie de Lyon? Et Google répondrait ce que la page de la mairie de Lyon dit au sujet des déchets acceptés. Alors, là, pour le coup, j'ai pas la réponse exacte, donc j'ai peur de me tromper. Il y a des chances du coup que Google effectivement aille piocher dans cette position 0, mais dans le cas où il n'y a pas de position 0, Google il va quand même te donner une réponse. Donc du coup, c'est pas forcément dans la position 0 qu'il ira piocher. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais en tout cas, oui, ça reste quand même un des critères qui va favoriser le choix de Google. Pas d'autres questions? Bon, eh bien écoutez, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Nous, de notre côté, on va mettre le replay de ce webinaire sur YouTube et on va vous envoyer une newsletter avec du coup le support du webinaire pour que vous l'ayez sous la main, ainsi que le lien vers le replay. Comme ça, vous pourrez le regarder, nous envoyer vos questions et également le partager si jamais vous avez trouvé ça intéressant. Voilà. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon jeudi. À bientôt.